C'est pas un séisme hors norme en termes de dimension. Moi, j'ai travaillé notamment sur des très gros tremblements de terre en Asie centrale, avec des magnitudes dépassant 8. Du point de vue de la dimension, le magnitude 5 du tail est relativement petit. Ce qui est hors norme, c'est sa comparaison avec le contexte dans lequel on est, qui est la France métropolitaine. Il s'est produit dans une région où la sismicité était considérée comme modérée. Et là, on a une magnitude sur l'échelle de Richter qui fait 5,4, qui dépasse déjà la magnitude du dernier séisme historique enregistré, qui était 5. Un foyer qui est autour d'1 kilomètre, une rupture de surface, et qui est lié au fait que le foyer est à très faible profondeur. Et puis, deuxième phénomène lié au fait que le foyer est à très faible profondeur, ça a généré des accélérations très fortes. Des collègues de Grenoble, Mathieu Causse, Cécile Cornoux et d'autres ont montré qu'il y a des accélérations qui ont dépassé la gravité terrestre, mais dans le sens opposé, avec des soulèvements de blocs, des soulèvements de pierres tombales, des déplacements. Donc ça, c'est les aspects inédits de ce séisme. Et effectivement, du coup, ça a relancé complètement la question de l'aléa sismique dans la région. On sait que c'est une région où il y a quand même des ouvrages sensibles, notamment 2 centrales nucléaires, une qui est à 13 km qui est Cruas, une qui est à 21 km qui est Tricastin. Donc, bien évidemment, tout le monde s'est posé la question, mais si jamais ce séisme se reproduit plus près de Cruas, qu'est-ce que ça va faire, ou plus près de Tricastin? Donc ça, c'est ça l'inédit, c'est se dire, oh là là, attention, là, c'est un phénomène qu'on n'avait jamais vu, et il faut l'étudier beaucoup plus en profondeur, et travailler aussi sur les autres failles pour savoir quel est en fait le véritable aléa sismique dans la région. Sur le séisme du Teil, en soi-même, c'est-à-dire il y a 2 choses. Il y a l'aspect phénoménologique qui est assez bien circonscrit maintenant. On sait que c'est une rupture de 5 km sur 1 ou 2 km de large qui s'est propagée depuis avec un foyer autour de entre 1 plus ou moins 0,5 100 mètres. Voilà. Et un déplacement moyen de l'ordre de 30 cm à la source qui s'amortit en surface pour ne faire plus que 10 ou 5 cm en moyenne. Donc phénomène bien observé, bien caractérisé. Après, la question qui se pose, c'est quelle est la cause de ce séisme? On sait que la cause, elle est potentiellement de 2 ordres. Un premier ordre qui est un phénomène tectonique à grande échelle, cette compression qui est perpendiculaire à la faille, qui est d'orientation sud-est-nord-ouest, dont on ne sait pas si c'est l'effet de la tectonique des plaques lointaines, c'est-à-dire la convergence de l'Afrique vers l'Europe, ou si ça peut être aussi un mixte avec un phénomène plus régional, à savoir le soulèvement du Massif central. Là, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop répondre à ça. On sait qu'il y a de la compression horizontale. Vient ensuite un autre problème, une autre question qui est celle du déclenchement du séisme. Vous savez qu'il y a eu une question qui s'est posée quant à l'influence de l'existence d'une carrière sur le compartiment supérieur au niveau du bloc donc, qui a bougé vers le nord-ouest. Et cette carrière, en fait, qui était une des plus vieilles carrières françaises, qui consiste donc à extraire du rocher, a extrait une somme de masse suffisante pour alléger ce compartiment. Et des calculs montrent que, en fait, cette contrainte négative, en fait, a pu aider le séisme à être déclenché. En fait, le séisme, son épicentre est au niveau de la carrière. La zone d'ombre négative de contrainte correspond au foyer au niveau de la faille. Donc c'est ça qui a permis de conclure qu'il y a probablement un effet de déclenchement de la carrière. Ce n'est pas la source initiale. La source initiale, c'est bien sûr un phénomène tectonique, mais il y a eu comme une pichenette qui serait liée à cette activité de carrière. Et ça, c'est donc un deuxième phénomène. Le séisme, il aurait lieu tôt ou tard. Simplement, la carrière a pu faire ce qu'on appelle un phénomène d'avance d'horloge du cycle sismique. La faille de la Rouvière, c'était une faille qui était cartographiée sur les cartes géologiques. Alors, effectivement, pour cartographier les failles, le géologue utilise plusieurs approches. Au départ, il va regarder des images satellites
pour regarder, faire une première cartographie. Il va avoir une barre calcaire ici, il va avoir des marnes là, il va avoir des dépôts alluviaux ici, donc il commence à délimiter les grandes formations. Il va voir très clairement qu'il y a par exemple une barre calcaire qui se trouve décalée, donc il va dire, ah ben tiens, ce contact, c'est un contact de faille. Il va dire, ah ben là, on voit très bien que c'est une succession, on passe du calcaire au minéro-calcaire, c'est plutôt un contact de variation d'épisodes géologiques. Puis ensuite, il va vérifier sur le terrain tout ça, avec ce qu'on appelle une minute de terrain, et il va, par exemple, ici, très bien cartographier la faille ici de la Rouvière qu'on voit, et puis il va dire, ah bah tiens, ça c'est les calcaires du Crétacé supérieur, barémien, urgonien, ils ont 125 millions d'années, ah bah tiens, ça c'est en dessous, c'est des marnes aptiennes, elles sont plus jeunes, donc il va dessiner un trait noir sur la carte. Elle était connue, c'était cartographié. Donc elle était cartographiée comme une faille ancienne, héritée, encore une fois, de cet épisode d'extension oligocène, donc 25-20 millions d'années, au cours duquel la Méditerranée occidentale s'est formée. Mais par contre, depuis 20 millions d'années, il n'y avait pas de traces de mouvement sur cette faille. Si on regardait les sédiments les plus jeunes, notamment ce qu'on voyait dans la morphologie, le quaternaire, les collusions, ou au niveau de la rivière de l'Escoutet au sud, on voyait aucun élément stratigraphique ou morphologique qui permettait de dire elle a bougé au quaternaire. Donc, faille cartographiée géologiquement, ancienne, et du point de vue de son mouvement quaternaire, non, c'était zéro, donc faille qui était considérée comme, j'allais dire, morte, inactive. Et si c'est une faille active, ça veut dire que c'est une faille qui peut générer des séismes, et là se pose la question de savoir quelle va être la taille de ce séisme, c'est-à-dire quelle va être la longueur de rupture, quel va être le déplacement. Et c'est là le travail du sismologue, du paléosismologue, du géodésiste, d'essayer de calculer et de dimensionner ces paramètres pour estimer ce qu'on appelle un aléa sismique.